L'actualité politique de France Info jusqu'à 9h, c'est la ministre des Transports et c'est Renaud Dely qui vous pose la première question. Bonjour Elisabeth Borne. À l'issue de ce week-end de mobilisation des Gilets jaunes un peu partout en France, le Premier ministre Édouard Philippe est intervenu hier soir sur France 2 et voici sa réponse à ce mouvement. Le cap, il est bon et nous allons le tenir. Le mouvement des Gilets jaunes, il s'est exprimé de façon très claire. Donc j'entends ça. Mais je dis aussi qu'un gouvernement qui changerait de pied en permanence, qui zigzaguerait au gré des difficultés, il ferait ce qu'ont fait beaucoup trop de gouvernements par le passé et il ne conduirait pas la France là où elle doit être conduite. Une mobilisation plutôt réussie, 300 000 manifestants, 2000 points de blocage et la réponse c'est circuler, il n'y a rien à voir ? Je ne pense pas que le Premier ministre ait dit ça. Je pense qu'il a au contraire dit qu'on entend la colère, le désarroi des Français qui habitent dans des territoires souvent loin des centres-villes et dont on ne s'est pas occupé depuis des années. Et qu'on veut les accompagner dans cette transition énergétique. Et vous savez, moi, ça fait des mois que je prépare une loi sur les mobilités que je présenterai lundi prochain, qui vise justement à prendre en compte la situation des personnes dans ces territoires, qui sont quelque part les victimes du tout TGV et qui sont abandonnées au tout voiture. Et je pense que pas grand monde s'en est occupé jusqu'à présent. On va reparler longuement de la loi mobilité, si vous voulez bien, dans quelques minutes. Elisabeth Borne, est-ce que le gouvernement, dans ce dossier, est en train de jouer le pourrissement de la situation ? Écoutez, on a un mouvement qui est inédit, avec aucun leader et des gens qui expriment des revendications contradictoires. Ce qui est clair, je le redis, c'est qu'on entend bien que une partie des Français se sent abandonnée, oubliée, et au contraire, le rôle du gouvernement et ce qu'on fait, c'est de les accompagner pour que, effectivement, les carburants, le fuel pèsent moins sur leur quotidien, sur leur pouvoir d'achat. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce que le Premier ministre a annoncé la semaine dernière, en renforçant le chèque énergie, en renforçant la prime à la conversion, pour les aider à ne plus être dépendants du pétrole. On le voit bien ce matin, Elisabeth Borne, il y a des blocages qui continuent dans certaines régions du pays. Est-ce que vous redoutez que d'autres professions se joignent à ce mouvement, des routiers par exemple ? Alors franchement, je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame et je peux vous assurer qu'on a rediscuté ce matin avec toutes les organisations de transport routier. Elles ne souhaitent pas qu'on fasse des amalgames. Elles ne rentreront pas dans le mouvement ? Elles ne souhaitent pas rentrer dans ce mouvement. Et par contre, ce qu'il y a, c'est que sur certains barrages, les Gilets jaunes empêchent les poids lourds de circuler. Donc effectivement, vous avez des poids lourds qui se retrouvent bloqués sur ces barrages. Mais je peux vous assurer que les transporteurs routiers ont leur sujet, on en discute avec eux, mais ils ne souhaitent pas être solidaires de ce mouvement. Et vous êtes certaine que les organisations contrôlent les routiers, en l'occurrence, puisqu'on voit à travers le mouvement des Gilets jaunes un mouvement auto-organisé, comme vous le disiez. Les organisations ne sont pas forcément à l'origine ou susceptibles d'encadrer ce mouvement. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas quelques cas isolés. Ce que je vous dis, c'est que les organisations nationales de transport routier avec lesquelles on discute régulièrement ne sont pas dans ce mouvement. Est-ce que pour vous, ce mouvement des Gilets jaunes, il a assez duré maintenant ? On a entendu le message, vous y avez répondu, c'est ce que vous nous avez dit. Est-ce qu'il doit cesser ? Est-ce que les gens doivent rentrer chez eux ? Je pense que déjà, aujourd'hui, comme samedi, il faut être conscient qu'on a le droit de manifester dans le pays, mais on n'a pas à bloquer les gens qui veulent circuler pour aller au travail, pour aller chez le médecin. Voilà, il y a des règles. Oui, on a le droit de manifester. On avait invité à déclarer ces manifestations pour des raisons de sécurité. Les plus de 400 blessés qu'on a eus ce week-end, le décès qu'on a eu ce week-end, montre aussi pourquoi il faut déclarer des manifestations, que les forces de l'ordre, que la préfecture vous donne des endroits où aller, vous alerte sur les risques des manifestations. Donc je pense qu'il faut être aussi attentif aux Français qui veulent aller travailler et qui souhaitent pouvoir circuler, ce qui est une liberté dans notre pays. Précisément, le Premier ministre Édouard Philippe, hier soir sur France 2, il a utilisé une expression assez forte, justement, pour distinguer la liberté de manifester d'un certain nombre d'incidents. En France, la liberté d'expression, elle est garantie. La liberté de manifestation, elle est garantie. Ce sont des droits. Il faut se battre pour les garder. Je n'ai aucun problème là-dessus. Mais la France, c'est la liberté d'expression, la liberté de manifestation, mais c'est pas l'anarchie. C'est l'anarchie par endroits en France en ce moment ? Enfin, vous savez, il y a eu des situations très différentes sur les différents lieux de manifestation. Parfois, c'était très bon enfant, mais vous avez vu qu'il y a aussi des endroits où ça a été violent. Et je pense qu'il faut mettre chacun en garde. Il y a des Français
qui veulent exprimer leur colère avec leurs gilets jaunes, il y a des Français qui veulent aller travailler et qui veulent qu'on les laisse circuler. Est-ce que cette mise en garde, Elisabeth Borne, elle s'adresse aussi aux partis politiques qui ont soutenu d'une manière ou d'une autre ces manifestations? Je pense au Rassemblement National, à la France Insoumise, à Nicolas Dupont-Aignan ou à Laurent Wauquiez qu'on a vu manifester ce week-end. Moi, je dis que cette récupération, vous voyez, c'est pas très glorieux. Et en particulier, moi, je voudrais que Laurent Wauquiez nous dise, quand il était dans les gouvernements auxquels il a participé, qu'est-ce qu'on a fait pour ces territoires? C'est des gouvernements qui ont promu le tout TGV, qui ont laissé le réseau ferroviaire se dégrader, le réseau routier se dégrader. Qu'est-ce qu'on a fait sous les gouvernements auxquels a participé M. Wauquiez pour apporter des solutions alternatives à la voiture? Vous savez, moi, ça fait des mois que je répète qu'un Français sur 4 a refusé un emploi parce qu'il n'avait pas de solution pour s'y rendre, qu'on a des territoires dans lesquels il n'y a pas d'alternative à la voiture. Et c'est le cœur de la loi que je porterai. Et les gouvernements auxquels a participé M. Wauquiez, qu'est-ce qu'ils ont fait pour régler ces problèmes? Parmi les personnalités d'opposition qui se sont mobilisées dans ce mouvement, il y a Nicolas Dupont-Aignan. Et Nicolas Dupont-Aignan, suite au drame qu'on a connu en Savoie avec la mort d'une manifestante, il a directement interpellé le gouvernement. Combien de morts faudra-t-il pour que le gouvernement réagisse et fasse la paix avec les Français? Est-ce que le gouvernement porte une responsabilité dans ce drame? Écoutez, je pense que déjà la récupération c'est discutable, mais je pense que là on franchit les limites de la décence, vraiment. Pourquoi? Aller instrumentaliser le décès d'une manifestante, oui. Franchement, c'est indécent. Et quand vous voyez, en France, on a pu le voir, vous évoquiez ces incidents, certains Français se heurtaient à d'autres Français, des Français se tapaient les uns sur les autres. Est-ce que c'est pas un constat d'échec terrible pour un gouvernement? Je pense que ça montre que manifester, oui, bloquer, non. Les Français veulent aussi qu'on leur laisse la liberté de circuler. Et je le redis, on est vraiment... moi, je peux vous assurer que ça fait des mois que je travaille avec les élus, avec les associations, avec les entreprises, pour apporter des solutions aux gens qui manifestent, notamment sur leur mobilité, sur leurs déplacements de tous les jours. On va évoquer dans quelques instants, Elisabeth Borne, si vous le voulez bien, avec vous, à la fois la loi sur les mobilités que vous allez dévoiler dans une semaine exactement, et puis toutes les questions sur la fiscalité écologique qui sont derrière ce conflit des Gilets jaunes. On marque d'abord une petite pause à 9h-20 pour retrouver l'actualité avec David Daubard. En affirmant maintenir le cap hier soir sur France 2, Édouard Philippe n'a pas calmé la colère des Gilets jaunes. Ils sont donc mobilisés ce matin au péage de Fontaine, c'est sur l'A36, au péage de Lima, à la hauteur de Villefranche-sur-Saône, sur la 6. En Gironde, le pont d'Aquitaine est fermé. Une manifestation en cours également sur l'A16. L'autoroute est fermée à la hauteur de Calais, en direction de la Belgique. La Belgique, justement, où Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite d'État de 2 jours. Objectif, approfondir les bonnes relations franco-belges, au moment où l'UE fait face à une montée des populismes. Il se rendra demain à Molenbeek, commune symbolique évidemment, d'où est notamment originaire Salah Abdeslam. En Israël, Benjamin Netanyahou prend la parole, confronté à une crise au sein de sa coalition gouvernementale. Il juge irresponsable d'appeler à des élections anticipées. Crise provoquée par le départ, c'était mercredi, de l'ancien ministre de la Défense. Et puis le gouvernement veut en faire une des réformes emblématiques du quinquennat. Le SNU, le service national universel, doit progressivement entrer en vigueur d'ici 2026. Le secrétaire d'État à la jeunesse, Gabriel Attal, annonce ce matin dans Le Parisien que des volontaires testeront le dispositif dès l'an prochain. Toujours avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Je vous propose qu'on écoute d'autres propos du Premier ministre hier soir sur France 2, interrogé sur ce que sont les Gilets jaunes et sur les réponses données par le gouvernement. Le ras-le-bol fiscal qui a été exprimé, c'est vrai. Je suis pas sûr qu'il n'y ait qu'un ras-le-bol fiscal qui a été exprimé. Donc vous comprenez, mais il y a un ras-le-bol fiscal. Il y a un ras-le-bol fiscal. Évidemment que je le comprends. Mais non seulement je le comprends, mais un des engagements qui a été pris et qui sera tenu, Monsieur Delahousse, par ce gouvernement, c'est de faire en sorte qu'à la fin du quinquennat et dès cette année, le niveau d'impôts et de taxes, on dit parfois les prélèvements obligatoires, diminue. Il y a un ras-le-bol fiscal, dit le Premier ministre, et pourtant les taxes sur les carburants vont encore augmenter au 1er janvier. Vous le confirmez, Elisabeth Borne? Et je vous confirme aussi ce que dit le Premier ministre, c'est qu'effectivement, on parle de ce qui augmente, il faut aussi parler de ce qui baisse. Il faut parler de la baisse de la taxe d'habitation, qui est un impôt injuste, qui baisse d'un tiers pour 80% des Français dès cette année. Il faut aussi parler de la suppression... Est-ce que vous diriez, pardon de vous interrompre, que les taxes sur le carburant sont un impôt juste? Les taxes sur le carburant...
c'est un impôt juste à condition qu'on accompagne les Français qui peuvent être en difficulté parce qu'ils ont besoin de prendre leur voiture tous les jours pour qu'ils puissent avoir d'autres solutions, pour qu'ils puissent avoir une voiture qui consomme moins, qui pollue moins, mais qui consomme moins et donc qui coûte moins cher. Quand vous achetez une voiture plus récente, vous pouvez gagner 300 € par an sur votre plein. Et donc, effectivement, il faut accompagner les Français pour qu'ils sortent de la dépendance au pétrole. Donc, les hausses de taxes du 1er janvier prochain, 7 centimes à peu près sur le diesel, 4 centimes sur le... 6 centimes et demi, un peu moins de 4 centimes sur l'essence. Sont maintenues. Elles sont maintenues, tout comme sont maintenues les baisses, la suppression des cotisations maladie et chômage pour les salariés, tout comme est maintenue la deuxième baisse de la taxe d'habitation. Vous savez, c'était 200 € cette année, ça va être 400 € l'an prochain. Donc oui, le gouvernement fait le choix de mettre moins d'impôts, moins de taxes sur le travail et de taxer davantage ceux qui polluent. Et évidemment, il faut permettre aux Français d'être moins dépendants du pétrole et c'est ce qu'on fait. Il y a un argument qu'on a beaucoup entendu ce week-end dans les blocages, Elisabeth Borne, c'est pourquoi taxer l'essence, pourquoi taxer le diesel alors qu'on ne taxe pas ou très peu le kérosène des avions. Alors est-ce que vous allez faire payer les compagnies? Est-ce que vous allez augmenter le kérosène au nom de la justice sociale dans ce pays? Vous savez que l'aviation répond à des règles internationales et donc il y a une règle qui fait que nulle part dans le monde le kérosène n'est taxé. Ça veut pas Sauf dire pour les vols intérieurs. Alors, les vols intérieurs, vous avez la main, vous pouvez décider d'augmenter le prix. Ça représente 4% du trafic aérien. Ce serait un symbole, évidemment, France. Taxer autant les avions que les voitures. Ça représente 4% du trafic aérien en France, donc je ne suis pas sûr que ça change vraiment les choses, sans parler des compagnies qui viennent d'Angleterre, qui viennent d'Espagne, qui feraient le plein chez elles, et donc ce seraient les compagnies françaises. Mais fondamentalement... Vous trouvez normal qu'il y ait davantage de taxes sur les automobilistes que sur les compagnies aériennes? Il n'y a pas davantage de taxes sur les automobilistes. Vous savez que le transport aérien paye tous ses coûts. Paye les coûts de ses aéroports, paye les coûts de sa sûreté, paye les coûts du contrôle aérien. Et donc, évidemment, le transport aérien doit aussi baisser ses émissions. La France s'est battue pour qu'il y ait un engagement international, que toutes les compagnies partout dans le monde s'engagent à plafonner leurs émissions de gaz à effet de serre et à les réduire. Il y a un autre sujet qui concerne évidemment directement les automobilistes, c'est la carte grise. Est-ce que la carte grise va augmenter? Est-ce que le coût de la carte grise va augmenter? Ah non, il n'en est pas question. Alors on peut propager toutes sortes d'idées de ce type-là, mais non, il n'est pas question d'augmenter le coût de la carte grise. Il avait été envisagé, je crois, une surtaxe de 3 € par carte grise, c'est faux? Non, il n'y a pas de surtaxe sur la carte grise. Sur cette question des impôts et du ras-le-bol fiscal, précisément, Marine Le Pen, au nom du Rassemblement national, s'est emparée de ce sujet. C'était hier chez nos confrères de RTL. Il n'y a plus de consentement à l'impôt, non seulement sur le niveau des impôts qui est exigé aux Français, mais il n'y a plus non plus de consentement sur la manière dont les impôts sont dépensés. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une jacquerie jugulée par ces hausses d'impôts? Mais qu'il y ait un ras-le-bol fiscal, on l'entend, et c'est bien pour ça que l'engagement du gouvernement, c'est de baisser les impôts. C'est effectivement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous vous rendez bien compte que c'est depuis des années qu'on a eu un choix de facilité, d'augmenter les impôts et dans le même temps d'augmenter la dette du pays. Donc la situation aujourd'hui, quand on dit qu'il faut réparer le pays, oui, il faut moins d'impôts et c'est bien l'engagement du gouvernement. Et vous savez, on évoquait ceux qui baissent. Ceux qui baissent, ça fait qu'au global, il y a 2 milliards de prélèvements en moins sur les ménages cette année, il y en aura 6 milliards de moins l'an prochain. Voilà, donc c'est peut-être moins visible. Sur la méthode, est-ce que vous reconnaissez, Elisabeth Borne, que vous avez fait les choses à l'envers? C'est-à-dire d'abord les mauvaises nouvelles dans les 12 ou 18 premiers mois du quinquennat, où tout le monde a vu l'addition, y compris les retraités, puis les bonnes nouvelles qui arrivent maintenant, j'ai envie de dire presque trop tard, les gilets jaunes sont déjà sortis. Je pense que les gens, ils vont voir sur leur bulletin de salaire, ils le voient depuis le 1er octobre. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire, pour reprendre la formule d'Emmanuel Macron, du en même temps plutôt que les mauvaises nouvelles, puis les bonnes? Écoutez, en tout cas, les charges sociales ont disparu sur les bulletins de salaire du mois d'octobre. Ça sera de l'ordre de 260 €, 265 € l'an prochain quand vous êtes au niveau du SMIC. Charges sociales, oui. Il y a les charges sociales sur
le chômage, sur l'assurance maladie ont été supprimés. La deuxième partie de la baisse de la taxe d'habitation intervient l'an prochain. Et je peux vous dire que la ligne du gouvernement, c'est de baisser les prélèvements obligatoires, de baisser les impôts. Sur la méthode toujours, est-ce que ce gouvernement n'a pas un peu trop négligé, depuis qu'il est en fonction, les corps intermédiaires? Laurent Berger vous le reproche, il explique d'ailleurs dans une interview au Monde d'aujourd'hui, que si l'exécutif, je le cite, persiste à ne pas vouloir faire avec les corps intermédiaires, il va dans le mur. C'est un avertissement de la CFDT. On fait avec les corps intermédiaires, ils sont associés à toutes les réformes. C'est pas ce qu'ils disent. Et qu'aujourd'hui, il faille qu'on s'interroge tous sur la façon dont on marque de la considération pour les personnes qui ont été sur les barrages ce week-end, qui ont manifesté ce week-end. Oui, il faut marquer de la considération et tous, on doit effectivement leur montrer qu'on prend en compte leurs problèmes et qu'on y répond. Alors, par exemple, d'abord, je pense qu'ils attendent qu'on y réponde et qu'on ait des réponses concrètes. M. Berger a fait une proposition concrète qui est, mettons les syndicats, le gouvernement et tous les acteurs autour de la table pour une sorte de Grenelle de l'environnement et de la fiscalité. Pas de chance, Édouard Philippe lui a dit non dès hier soir. Je ne pense pas qu'Édouard Philippe lui ait dit non, il lui dit que simplement... il lui a dit les Gilets jaunes n'attendent pas une table ronde. Oui, vous savez, je pense qu'il y a une confiance, une confiance à rétablir avec les Français qui sont aujourd'hui dans ces manifestations qui l'ont été ce week-end. Peut-être qu'aussi on leur a raconté... beaucoup d'inexactitudes pendant des années. Vous voyez, moi, dans mon domaine, on leur a promis des mises à niveau de leur route nationale qui ont été repoussées d'année en année. Donc, à un moment donné, il faut aussi restaurer la crédibilité de la parole publique et c'est bien ce à quoi on s'emploie. Les 80 km/h. Parmi les mesures, effectivement, qui avaient marqué un premier mécontentement dans certaines régions du pays, de cette France périphérique qui se sent souvent oubliée, il y a l'instauration des 80 km/h. Ça remonte au 1er juillet. Quel bilan vous en faites 4 mois et demi après? On se souvient qu'Emmanuel Macron avait dit « si ça marche pas, on reviendra en arrière ». Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la mortalité a baissé. C'est bien pour ça qu'on a pris cette mesure pour réduire le nombre de morts. Vous savez qu'on était à un moment où on voit que les accidents, la baisse de la mortalité était arrêtée. Et je pense que de tout temps, pour la sécurité routière, c'est des mesures fortes qui ont permis de baisser la mortalité. Est-ce que vous dites tant pis pour les conséquences dans l'opinion, tant pis si on perd des élections, il fallait le faire? Je pense que le Premier ministre l'a dit très clairement. Et à un moment donné, quand on a des vies qui sont en jeu, quand on a non seulement des morts sur les routes, mais aussi des gens qui restent toute leur vie marqués par des accidents de la route, il y a des décisions qu'il faut aussi savoir prendre. Elisabeth Borne, avec nous jusqu'à 9h, on va évoquer la loi mobilité dans une minute. D'abord, l'actualité à 9h-10 avec David Doba. On l'a appris il y a quelques instants, un gilet jaune a été grièvement blessé cette nuit sur un barrage filtrant. Ça s'est passé à Saint-Dizier. Un jeune homme de 25 ans a été percuté par un camion. Des manifestants qui restent donc mobilisés et qui ciblent désormais également des dépôts pétroliers. Ceux de Verne-sur-Seine, c'est près de Rennes, ou encore du port de La Palisse à La Rochelle, sont désormais bloqués. Il entend la colère et la souffrance, mais il maintient le cap. Édouard Philippe a pris la parole hier soir, c'était sur France 2. Pour le Premier ministre, la liberté de manifester est garantie, mais ça ne doit pas pour autant être l'anarchie. Seuls 18% des électeurs se sont déplacés. La désignation du successeur de Manuel Valls à l'Assemblée ne soulève pas les foules. Francis Choix, maire d'Évry, soutenu par La République En Marche, et Farida Amrani, candidate insoumise, se sont qualifiés pour le second tour de la législative partielle organisée donc hier. 2 semaines après les élections de mi-mandat, la Floride a enfin son gouverneur. Il s'agit du républicain Rick Scott. Il obtient 50,05% des suffrages. 10 000 voix le séparent de son adversaire. Un succès qui offre donc à Donald Trump une majorité encore plus confortable. La ministre des Transports et l'invité de France Info jusqu'à 9h avec Renaud Dely. Elisabeth Borne, vous présentez lundi prochain au Conseil des ministres votre loi sur les nouvelles mobilités qui vise à essayer de mettre en place des alternatives pour les territoires qui dépendent de la voiture. Parmi les pistes qui sont dans ce texte, dans ce projet de loi, il y a l'idée d'installer des péages urbains à l'entrée des grandes agglomérations. Ça vous fait sourire? Ça me fait sourire que vous pointiez cette mesure, parce que le cœur de cette loi, c'est, comme vous l'avez évoqué, d'apporter des réponses dans les territoires où il n'y en a pas. D'apporter des réponses en s'appuyant sur les collectivités locales pour développer des solutions de transport à la demande, de covoiturage, d'autopartage. Et je voudrais dire que moi, je suis très confiante, parce que depuis des mois que je travaille avec les élus, vous voyez, c'est pas
à Paris qu'on invente des solutions de ce type-là, c'est aussi à Charleville-Mézières où il y a des véhicules électriques en libre service, c'est dans l'Aveyron où on développe du covoiturage entre salariés, c'est en Eure-et-Loire où on a une collectivité qui travaille avec l'entreprise pour avoir des alternatives pour les salariés pour aller au travail. Et donc c'est toute cette boîte à outils que moi je veux donner aux élus en proximité pour répondre aux besoins de mobilité dans leur territoire. Est-ce que dans la boîte à outils que vous offrez aux élus, il y a des péages urbains ou pas? Voilà. Dans la boîte à outils, il n'y a pas la création des péages urbains. C'est une disposition qui est dans la loi depuis 10 ans. Personne n'a utilisé pour l'instant. Voilà, qu'on veut encadrer, s'assurer que si une collectivité veut le mettre en place, alors elle consulte les citoyens, qu'elle consulte les communes qui sont en limite de ces péages, et que par ailleurs, on a des tarifs raisonnables. Mais moi, si les élus ne le demandent pas, vous savez, moi je suis là pour donner une boîte à outils. Si les élus ne le demandent pas, j'ai aucun problème. Cette disposition, j'y crois. Des élus vont demander l'instauration de péages. Voilà, s'ils le demandent, on leur donnera la façon de mieux encadrer ces péages. S'ils ne le demandent pas, sa disposition ne sera pas dans la loi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça accroisse dans l'esprit des Français ce sentiment de fracture sociale qu'on a vu justement, Alors, y compris ce week-end? C'est tout le contraire que je veux faire. Vous voyez, c'est tout le contraire, vraiment. Moi, je pense que pendant des années, on a sous-entretenu les réseaux. Les gens qui prennent le train le savent. On faisait des TGV, on n'entretenait pas les réseaux. On a sous-entretenu le réseau routier. Donc c'est au contraire pour lutter contre la fracture. Précisément ces péages urbains, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça donne l'impression qu'on veuille réserver les grandes agglomérations? Moi je vous dis, si c'est mal compris et que les élus ne le demandent pas, il n'y a pas de problème. Ce n'est qu'un des outils. Il y a beaucoup d'autres outils. Il y a un forfait mobilité pour que les employeurs accompagnent les salariés. 400 € défiscalisés par an pour faire notamment du covoiturage, des voies réservées pour le covoiturage. Donc mon idée, c'est une boîte à outils pour aider les élus à aider les Français à se déplacer dans tous les territoires. Un mot, Elisabeth Borne, sur une mesure annoncée ce matin par nos confrères du Parisien. Aujourd'hui en France, vous auriez, vous, au gouvernement, l'intention d'interdire aux applications d'aide à la conduite comme Coyote ou Waze notamment, de leur interdire d'annoncer à nouveau, comme ils le font aujourd'hui, les contrôles routiers. Est-ce que c'est vrai et dans quel cas précisément? Alors, c'est très strictement, quand on a des alertes enlèvement, que vous comprenez qui peut être gênant. Évidemment. De savoir. C'est uniquement dans le cas des alertes enlèvement, s'il y a un barrage, il ne sera pas signalé sur l'appareil. Voilà, c'est uniquement dans le cas des alertes. Un contrôle d'alcoolémie sera toujours signalé? Oui, absolument, mais les alertes enlèvement, je pense que chacun peut comprendre qu'on ne veut pas dire à celui qui est potentiellement concerné qu'il y a un barrage de police. Précision qui, je crois, va intéresser quelques millions d'automobilistes. Renaud Dely. Sur un tout autre sujet, Elisabeth Borne, on sait que le gouvernement va présenter un projet de loi visant à étendre la procréation maternelle assistée à l'ensemble des femmes, médicalement assistée, la procréation médicalement assistée à l'ensemble des femmes, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. C'est prévu pour l'été prochain. Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, s'est exprimé hier devant l'association Sens Commun sur cette réforme. Je n'accepte pas que ce débat-là nous soit proposé par toute petite tranche, en nous ayant expliqué d'abord que c'était seulement le mariage pour tous, en nous expliquant maintenant aujourd'hui que ce sera seulement la procréation médicalement assistée pour des couples de même femme, c'est-à-dire l'enfant sans père. Et en nous expliquant que, bien entendu, tout ceci n'a rien à voir avec la gestation pour autrui ou d'autres manipulations qui pourraient ensuite venir. C'est faux. Oui, c'est un engrenage. Et cet engrenage mènera nécessairement à la marchandisation des gamètes. Tout ceci a un nom, c'est l'eugénisme. Tout ceci a été fait par un régime, c'est le nazisme. Que vous inspire le raisonnement de Laurent Wauquiez, Elisabeth Borne? Écoutez, c'est assez déconcertant de voir autant de mauvaise foi. Il y a un débat global qu'on a voulu ouvrir sur les lois bioéthiques. Il y a eu beaucoup de débats dans le pays. Ce sont des sujets délicats sur lesquels le gouvernement a proposé au Sénat et à l'Assemblée de préparer la loi en associant les parlementaires. Donc entendre des propos de ce type alors même que la majorité sénatoriale a refusé de travailler sur la préparation de la loi, qui évidemment ne porte pas sur la GPA, qui porte sur la PMA, pour tous les couples, comme le président de la République s'y était engagé. Donc je pense que ces amalgames, vous savez, c'est assez révoltant d'entendre des amalgames, que tout soit déformé, qu'on verse dans la caricature systématiquement. Je pense que ça ne grandit pas le débat politique. Est-ce que les propos de Laurent Wauquiez, ils illustrent les risques que porte ce débat dans la société française? Est-ce qu'il y a un risque de fracture?
Mais bien sûr que c'est un débat qui est très délicat et c'est pour ça que le gouvernement a souhaité prendre le temps, faire les choses de manière apaisée, préparer ses lois par des débats dans tout le pays et associer tous les parlementaires à la préparation de la loi. Il faut arriver à traiter de ces sujets avec beaucoup d'explications et c'est exactement ce que veut faire le gouvernement. Et je le redis, la PMA pour tous les couples, oui, c'est un engagement du président de la République. La GPA, il n'en a jamais été question. On a l'impression que le gouvernement ou l'Élysée sont extrêmement prudents sur ce dossier de la PMA. La loi devait arriver en fin d'année, puis en début d'année 2019, puis maintenant on nous parle de l'été 2019. Vous êtes sûr que ça va se faire un jour ? Il y a aussi des contraintes dans le calendrier parlementaire. Vous savez, il y a beaucoup de textes. Mais il y a aussi une question de priorité dans le calendrier parlementaire. Il y a ce qu'on décide de mettre sur le haut de la pile. Visiblement, la PMA, c'est pas sur le haut de la pile. Non, mais l'engagement sera tenu. Je peux vous assurer que cet engagement qui a été pris par le président de la République sera tenu. Il y a un calendrier parlementaire et il y a le souhait que ce débat soit mené avec le maximum de sérénité. C'est évidemment pas ce que souhaite M. Wauquiez. Merci Elisabeth Borne. Dans 2 minutes, il sera 9h. Un nouveau journal sur France Info.